Voilà. C'est parti? Ouais. Bon, cher Christophe, moi je suis très content de participer en tant que pédiatre à cet atelier parents. Toi, tu es vaccinologue, tu t'occupes du centre de vaccination de Strasbourg, Ouais. et en particulier des vaccinations internationales, mais bien entendu des vaccinations tout venant. Et moi, je suis pédiatre, je travaille et à l'hôpital et dans mon cabinet de pédiatrie, et c'est un sujet qui nous est extrêmement à cœur. Merci de m'avoir sollicité pour cet atelier des parents que je ne connaissais pas, mais ça a l'air effectivement passionnant. Et puis le sujet de la vaccination est très important. On Et va passionnant. commencer peut-être en présentant un petit peu un historique, et pourquoi est-ce qu'on vaccine, qu'est-ce que c'est que la vaccination, et qu'est-ce que ça touche. Alors ça touche avant tout des maladies graves, des maladies extrêmement graves, pour lesquelles il n'y a pas forcément de traitement spécifique, où les traitements peuvent amener, malgré toute l'efficacité qu'on a des antibiotiques en particulier, à des séquelles graves, et on le verra dans les quelques diapositives. Ouais. Et la seule solution, pour beaucoup de ces maladies, c'est, comme c'est indiqué ici, la vaccination, qui constitue vraiment la manière de prévenir, car il vaut mieux, comme on le dit toujours, prévenir que guérir. Ah, c'est un adage que je répète à mes patients dans mes consultations quasiment tous les jours. Effectivement, c'est important, et surtout quand on ne peut pas guérir à cause des résistances aux antibiotiques dont tu as parlé rapidement. Donc la meilleure prévention, c'est bien évidemment la vaccination. Ouais. On va regarder un petit peu les diapositives qu'on a mis. Et donc, là, tout d'abord, on va faire une sorte d'historique sur la révolution qu'a constitué la vaccination, avec un historique. On va montrer quelques diapositives, et je te laisserai peut-être les commenter. Ouais. Alors, la vaccination, c'est effectivement un peu ancien. Maintenant, on fait... alors ça, c'est juste pour commencer. La vaccination, ça permet aussi d'éradiquer certaines maladies. Pour l'instant, la seule qu'on a éradiquée de par le monde, c'est la variole. Le dernier cas, enfin officiellement depuis 1080. C'est pas si ancien que ça. Donc ça, c'est des maladies quand même extrêmement graves. Diapo suivante. Voilà. Alors, autre maladie que l'on pourrait éradiquer, c'est la poliomyélite. C'est la prochaine maladie dans le programme de l'OMS. C'est une maladie qui concernait aussi les pays occidentaux, parce que tu vois là des photos de la prise en charge effectivement des malades, notamment aux États-Unis, qui était un peu le début de la réanimation. Hein. Et puis la polio, finalement, dans les années 80, c'était encore 125 pays concernés, 350 000 nouveaux cas par an. Et surtout, c'est une maladie handicapante, comme vous le voyez sur la photo de l'enfant. Voilà, ça ne tue pas, mais ça handicape fortement. Et grâce à cette généralisation de vaccination, on a réduit fortement le nombre de cas de polio. Mais malheureusement, ce n'est pas éradiqué complètement. On espérait que ça soit complètement éradiqué. Et à cause d'une hésitation vaccinale liée à des problèmes de radicalisation dans certains pays, et en particulier récemment, on a vu ce qui s'est passé au Pakistan, avec des gens des vaccinateurs qui ont été tués. On aboutit à des pays comme le Pakistan, comme certaines parties du Nigeria ou de la Corne de l'Afrique, où il y a encore de la poliomyélite par refus de la vaccination, et c'est vraiment tout à fait dommageable. Ouais, et c'est fort dommageable pour les enfants qui payent un lourd tribut et qui sont handicapés. Donc la polio est la prochaine maladie qu'on devra éradiquer si on continue à vacciner, et puis il faut faire des efforts dans les pays pour lesquels la couverture vaccinale n'est pas suffisante. Et puis je vous ai mis un autre exemple sur la vaccination. Alors, voilà. Oui, méningite, tu peux en parler je pense que pour les enfants. enfants. Les méningites sont des maladies extrêmement graves. Vous voyez par exemple un enfant qui a ce qu'on appelle un purpura fulminans, qui est une complication très fréquente de la méningite à méningocoque, dont les conséquences pour cet enfant a été dramatique au niveau des jambes, comme vous le voyez. Et l'introduction de la vaccination contre le méningocoque C, il y a maintenant une dizaine d'années, presque non, a abouti à une grande diminution de cette maladie, de la méningite à méningocoque C, dans tous les pays occidentaux où elle est faite de manière systématique. Alors, systématique, là, tu as bien répondu, c'est bien précisé, c'est que le problème en France, on ne fait pas suffisamment de vaccination. On a vu la courbe chez les tout petits, donc les moins d'1 an, continuer à augmenter, ce qui est quand même assez désespérant. Et on a été obligé, pour les pédiatres, ce vaccin obligatoire. Et en 2017, on a rajouté un nouveau rendez-vous vaccinal à 5 mois pour pouvoir protéger les nourrissons de moins d'1 an. Et grâce à ça, on voit là, très rapidement en 2018, que la vaccination a un effet bénéfique sur la réduction du nombre de cas de méningite. Mais ça reste une maladie foudroyante. Il faut aussi souvent le rappeler aux mamans, c'est que c'est une maladie qui peut tuer en 48-72 heures. Voilà. Et donc là, la prévention est la meilleure arme contre la méningite. Continuez un petit peu. Voilà. Ça, c'est le bénéfice incontestable de la vaccination, on le voit ici. Alors qu'on voit les chiffres, oui.
on a des données dans les mondes occidentaux, aux États-Unis par exemple, et là c'est les chiffres en France. Quand on voit les chiffres avant vaccination et après introduction de la vaccination et de la généralisation, et qu'on voit l'importance de la réduction des maladies, on se dit quand même fort heureusement qu'on vaccine. Et c'est vrai que j'ai l'habitude aussi de présenter les vaccins en rappelant que, hormis l'assainissement de l'eau, qui a permis de réduire la mortalité, la morbidité, enfin, la gravité des maladies infectieuses, on n'a pas fait une autre meilleure découverte humaine que la vaccination pour réduire effectivement ces maladies infectieuses. Depuis 200 ans par Jenner. Tout à fait. Alors ça, on peut donner comme exemple, par exemple, le tétanos quand même, qui maintenant est quasiment complètement disparu, et qui était une maladie non seulement extrêmement grave et mortelle dans de nombreux pays, et qui touchait principalement d'ailleurs bien plus les femmes que les hommes, et en particulier les femmes en couche, les femmes au moment de leur accouchement. Voilà, donc on a l'habitude de dire qu'effectivement la vaccination aujourd'hui, ça permet de sauver 3 millions de vies. Surtout chez les enfants, mais faute de vaccins, dans les pays dans lesquels il y a des problèmes de santé, et surtout dès qu'il y a une guerre ou une insécurité, effectivement la santé est ce qui est cassé en premier, et les enfants meurent faute d'accès à la vaccination. Alors là aussi, on voit bien, je te laisse peut-être présenter celle-là. On voit bien que la rougeole, qui était une maladie depuis 1912, on regarde ça jusqu'à l'arrivée du vaccin, le premier vaccin inactivé, puis ensuite le vaccin vivant extrêmement atténué, on voit une disparition quasi complète de la maladie. Et malheureusement, on voit la réapparition, on le verra après. À partir de 1989 et 1991, on recommande une double dose parce que 10% des enfants qui étaient vaccinés contre la rougeole, malheureusement, le vaccin n'avait pas pris. Et donc chez ces 10% d'enfants, et on ne sait pas lesquels, on a décidé de vacciner tout le monde pour qu'au moins 99% des enfants soient correctement vaccinés. C'est une question de statistique. Mais ce qu'on verra dans certaines diapositives ultérieures, c'est que parce qu'on ne vaccine plus, parce qu'on craint à tort des empoisonnements, parce qu'on a une idéologie différente, eh bien on aboutit à une réapparition de la maladie extrêmement rapidement, et que dès qu'on ne vaccine plus, les maladies réapparaissent avec tout leur cortège de complications extrêmement graves. Alors là, j'ai aussi l'habitude de dire, c'est que les hommes oublient les maladies, mais les maladies, elles ne nous oublient pas. Et donc, dès qu'on arrête de vacciner, dès qu'on vaccine moins, les maladies reviennent. Alors, pour la rougeole, effectivement, c'est comme tu l'as dit, c'est cette accumulation de personnes qui n'ont eu qu'une dose qui fait qu'aujourd'hui, on est en situation d'épidémie depuis 10 ans en France, en Europe tout particulièrement. On aura encore une autre diapo tout à l'heure. On va passer à la suivante. Voilà, donc là ça montre aussi l'impact de la rougeole, qui serait aussi une maladie que l'on peut éradiquer, puisque c'est une maladie humaine. Jusqu'en 2014, on avait à peu près quand même un décès toutes les 10 minutes, mais grâce à la vaccination, sur une quinzaine d'années, on a quand même sauvé une mortalité, on a sauvé 17 millions de personnes. Mais actuellement, faute de cette couverture vaccinale importante, on a un retour de la rougeole dans les pays occidentaux, aux États-Unis. La France fait partie des 10 pays les plus épidémiques de rougeole, et on est même devenu un pays exportateur, puisque récemment une famille française a ramené la rougeole au Costa Rica et a entraîné des cas secondaires de rougeole. Donc c'est cette insuffisance de couverture vaccinale à 2 doses qui explique aujourd'hui l'épidémie de rougeole. Pour l'hépatite B, on a également l'importance de ce vaccin. C'est un vaccin qui permet la prévention contre le cancer primitif du foie, et c'est quand même, on a quasiment 1 million de morts encore dans le monde de cette maladie, de cette hépatite B, et qui est extrêmement importante, vous voyez, dans tous les pays, que ce soit la Russie, la Chine, l'Inde, toute l'Afrique, et heureusement l'Europe est un petit peu épargnée. Grâce à la vaccination, le risque est plus faible, et c'est pour ça qu'on souhaite vacciner tous les enfants de manière systématique dès les premiers mois, pour essayer d'éradiquer cette maladie en Europe occidentale, en France et dans les pays voisins. Voilà, donc là aujourd'hui on est vraiment dans un âge de prévention. Alors c'est vrai qu'en France la prévention c'est pas notre truc, hein. Contrairement aux pays anglo-saxons où ils ont bien compris, il vaut mieux prévenir que guérir. On a un peu tendance à l'avoir oublié ou pas vraiment enregistré. Alors juste pour rappeler au niveau historique effectivement l'importance notamment de ce monsieur-là qui est Jenner, qui est un médecin anglais qui a découvert qui a inventé le vaccin contre la variole. Voilà, donc ça c'est c'est 1800, c'est fin 18e, début 19e. Et après, ce personnage qui est un illustre personnage français, qui est Pasteur et qui a été à l'origine notamment de plein de vaccins, dont la rage. Et vous voyez, tu vois,
que pendant tout le XXe siècle, on a effectivement développé plein de vaccins qui ont permis de faire de la prévention contre un grand nombre de maladies extrêmement graves. Voilà. Et on attend d'autres vaccins pour le futur, parce que malheureusement, on n'a pas assez de vaccins pour plein d'autres maladies et qui sont On extrêmement, peut penser au extrêmement graves. virus du sida, on peut penser à Ebola, on peut Ebola, penser oui. au paludisme, qui sont les vaccins des Ouais. prochaines années qu'on espère voir le plus vite possible dans notre panoplie de vaccins. Et évidemment, il y a le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, et cette maladie est quasiment éradiquée en Australie en vaccinant et les garçons et les filles, alors que nous, on a quand même beaucoup de mal pour ce vaccin à vacciner les adolescentes, alors que dans les autres pays occidentaux, je parlais de l'Australie, il est fait à 80-90%, mais à nouveau, la peur française des vaccins fait que les filles, chez nous, sont très peu vaccinées contre ce cancer du col de l'utérus, papillomavirus, et c'est bien dommage. Alors c'est vraiment... Oui, vous avez une question? Bien sûr, Oui, je vous en prie. allez-y. Justement, concernant ce vaccin, parce que justement, il y a quand même toute une polémique. Bien sûr. Avec Sur le col de l'utérus. Alors on parlera tout à l'heure mais on retient votre question parce que c'est un peu sujet d'actualité. C'est un peu la nouvelle polémique française, ou elle n'est pas que franco-française malheureusement, mais c'est un peu la dernière polémique en vogue sur les fake news concernant cette vaccination, effectivement. Et il faut aussi rappeler ou peut-être préciser que les cancers liés au papillomavirus, c'est vraiment un virus qui est à l'origine du cancer et que dans un pays comme l'Australie, qui est un pays encore une fois anglo-saxon, donc ils sont pragmatiques, ils veulent faire de la prévention et ils le font. Je pense, alors je vais peut-être être un peu négatif, mais je pense qu'on est peut-être devant un nouveau scandale sanitaire. Et puis parce que d'ici 10, 15 ans, 20 ans, on va avoir les premières femmes qui vont mourir, enfin les femmes qui vont continuer à mourir d'un cancer du col en France. Et ce sont ces femmes qui auraient pu éviter un cancer en étant vaccinées dans les 10 dernières années. Donc c'est véritablement une perte de chance de ne pas avoir eu ce vaccin au moment opportun. On va passer pour la suite. Alors, on va regarder un peu le processus de fabrication des vaccins, et ce qu'on va montrer, c'est la prochaine diapositive. La première. Oui, alors la vaccination, c'est un médicament. Ça, il faut le rappeler, le vaccin, c'est un médicament. C'est extrêmement contrôlé, et comme tous les médicaments que l'on prescrit, qu'on le recommande, répondent à des cahiers de charges, et puis à des études extrêmement bien contrôlées. La production d'un vaccin, c'est extrêmement long. Hein. Il y a des vaccins qui sont très rapidement fabriqués. C'est le vaccin qu'on fait tous les ans contre la grippe. Et les vaccins pédiatriques que tu fais fréquemment, à tous tes patients, jeunes patients, il faut 2 à 3 ans pour fabriquer un vaccin. C'est extrêmement long. Et puis, alors, sans rentrer dans le détail, mais vous voyez qu'il y a un mot qui revient dans toute cette chaîne de production, qui est le mot contrôle. 3/4 du temps de production du vaccin, c'est du contrôle. Et si un des contrôles ne passe pas, c'est un lot qui est bloqué ou c'est qu'un lot qui est éliminé. Et toute la chaîne. Ça explique de temps en temps, effectivement, un peu des pénuries des tensions sur certains vaccins, mais il n'y a rien de plus contrôlé que la production des vaccins. Et si les laboratoires qui fabriquent des vaccins contrôlent eux-mêmes en interne, il faut savoir que ces laboratoires fabriquent pour les Français, pour les Américains, pour les Japonais, et tous ces pays viennent dans ces laboratoires contrôler à leur tour. Donc c'est extrêmement contrôlé en interne, au niveau État. Et puis chaque pays qui commande des vaccins, va dans ces laboratoires contrôler la production des vaccins. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement rassurant. Mais en tout cas, ça peut être très long. Et parfois, et c'est en tout cas extrêmement difficile. Voilà, on va passer à la suite. Alors, les effets secondaires, on va regarder, puisqu'on en parle beaucoup, et on va voir la balance entre les bénéfices des vaccinations et les risques. Si on prend par exemple l'exemple de la rougeole, eh bien, la rougeole naturelle, les complications neurologiques viennent de manière aiguë, de manière subaiguë, c'est-à-dire au bout de quelques mois, voire au bout de quelques années, après l'adolescence, et ça peut toucher 1 cas sur 1000 adultes qui ont été infectés dans leur enfance, à tout moment de leur vie. Alors que les complications neurologiques de la rougeole vaccinale existent, un vaccin vivant hyper atténué, mais c'est 1 cas sur 1 million. La rougeole étant une maladie extrêmement contagieuse, si on n'a pas fait la rougeole et qu'on n'est pas vacciné, on aura forcément la rougeole, parce que c'est la maladie la plus contagieuse qui soit. On peut dire qu'elle est 10 fois plus contagieuse que la grippe, 10 à 15 fois plus. Les complications hématologiques, c'est la même chose. Elles sont très rares, même c'est quand même 1 cas sur 6000. Elles existent également chez les sujets vaccinés, mais beaucoup plus rarement. Donc là, on est vraiment dans un rapport, ce qu'on appelle pour nous, bénéfice-risque, largement en faveur de la vaccination, vu la gravité de la maladie, et puisque les gens ne savent souvent pas, peut-être aussi certains professionnels de santé, rappelez que la rougeole est une maladie extrêmement aiguë,
et qui en fait perturbe le système immunitaire et qui en fait fragilise la personne qui a fait une rougeole. Et on dit que pendant une période de 3 ans, elle est à risque de faire d'autres infections à cause de cette rougeole. Il y a un adage en Afrique subéquatoriale qui dit si le trachome ne rend pas ton enfant aveugle, la rougeole te le prendra. Ouais. Donc là, la rougeole est vraiment une maladie foudroyante sur le système immunitaire, et donc faire une rougeole, c'est risquer aussi de faire plein de complications par après. Donc la prévention et d'autres maladies, donc la prévention est importante. Alors juste pour dire un mot sur les effets secondaires, ce qui effectivement peut inquiéter nos parents pour leurs enfants, finalement la vaccination est quand même un médicament extrêmement bien toléré. Localement, on va éventuellement se plaindre d'une petite douleur au point d'injection, ça c'est une réaction inflammatoire. On peut avoir un peu de fièvre, mais ça reste globalement un médicament très très bien toléré. Et on a l'habitude de dire qu'un risque sévère suite à une vaccination est largement plus rare que de se cracher en avion ou de se faire foudroyer par la foudre. On va continuer. Alors, on va donner des exemples de fausses informations, ce qu'on appelle les fake news, les infotox, avec des exemples concernant la rougeole, justement, l'hépatite B, la coqueluche, et on va commencer par la rougeole. Alors on va peut-être juste resituer la problématique, parce que nous sommes un peu champions du monde de la méfiance sur la vaccination. C'est dans le pays de Pasteur quand même un peu particulier. En 2016 a été publiée une enquête où on a interrogé à peu près 70 000 personnes de par le monde, où on a posé une question toute simple. Faites-vous confiance au vaccin? Voilà. Alors vous regardez la planisphère, et donc plus c'est sombre et moins on fait confiance. Cherchez la France. Voilà, c'est la tache au milieu, ça se voit très bien malheureusement. Et 41% de la population en 2016 a répondu qu'elle ne faisait pas confiance au vaccin. Donc on peut foncièrement se poser la question pourquoi dans le pays de Pasteur on ne fait pas confiance au vaccin. Donc c'est vrai que c'est très complexe la vaccination en France. On a eu plein de scandales sanitaires, pas toujours de très bonnes réponses. Et puis on a vécu, enfin on vit encore, mais toutes ces fake news sur les réseaux sociaux, dans les médias, auxquels on n'a jamais véritablement donné de réponse à ce sujet-là. Donc c'est vrai qu'on adore le faux parce que c'est plus simple que croire qu'un vaccin effectivement protège de maladies effectivement graves. Alors je pense que les choses quand même évoluent dans le bon semaine, sens. Donc c'est la semaine de la vaccination. Ouais. On se rend compte actuellement de l'importance d'informer, de communiquer sur la vaccination. C'est pour ça qu'on le fait aussi aujourd'hui, nous ici à l'hôpital de Haute-Pierre, à Strasbourg, parce que jusqu'à présent dans les médias, on entend surtout des paroles négatives. Et on adore le faux parce que c'est plus simple, comme le dit Eric Orsena, et que, en fait, ça semble tellement simpliste qu'on peut accepter toutes ces fake news très facilement. On va en donner quelques exemples. Alors surtout que, aussi, dans des enquêtes montrent que quand les gens le lisent sur Internet, ils croient dur comme fer ce qu'ils lisent sur Internet. C'est vraiment une source d'information très généralement erronée. Donc, une mauvaise source d'information. Alors, si on prend l'hépatite B, on connaît cette histoire-là. En 1995-96, on commence à voir circuler la notion que le vaccin hépatite B donnerait en France une sclérose en plaques. La sclérose en plaques serait augmentée. Dans la même époque où on dit ça, on a l'effet de notre ministre de la Santé de l'époque qui dit on arrête les vaccinations et les parents le feront en dehors du collège, ils le feront à la maison ou ils ne le feront pas et il n'est pas obligatoire. Par ailleurs, à cette époque-là, vis-à-vis de la sclérose en plaques, on décide de faire un observatoire, de regarder ce qui se passe sur les dernières années vis-à-vis de la sclérose en plaques, et on voit que pendant toutes les années qui précèdent et les années qui suivent, on n'a non seulement pas d'augmentation de la sclérose en plaques, mais même pendant la période de grande vaccination, une petite diminution de la sclérose en plaques en France. Pendant la même période, et on continue à vacciner dans les autres pays du monde, et en particulier aux États-Unis, où il n'y a jamais eu un procès contre la vaccination hépatite B, pays qui fait des procès pour beaucoup de choses, et on ne voit pas du tout cette histoire de sclérose en plaques. Donc cette vaccination a été quasiment arrêtée en France avec énormément d'inquiétudes, d'angoisse, dans beaucoup de milieux, dans tous les domaines, pour une chose qui était complètement fausse. Tout à fait. Et on le paye encore 20 ans après cette stupide polémique, parce que c'est une stupide polémique franco-française. C'est vraiment notre fake news franco-française sur le vaccin d'hépatite B. Juste pour resituer la problématique de la campagne, on faisait enfin quelque chose pour nos adolescents. Hein, toi, tu t'occupes des nourrissons, des nouveau-nés. Tu vois peut-être un peu moins les adolescents, les collégiens, mais tu dois en voir. Et on faisait enfin quelque chose pour nos adolescents, pour les protéger pour une maladie qui se transmettrait facilement.
Et donc, on a une telle campagne d'incitation à la vaccination à l'époque, que non seulement les collégiens, les lycéens se font vacciner, mais aussi de jeunes adultes. Or, c'est chez ces jeunes adultes que l'on constate, entre 25, 30, 35 ans, les premières poussées de sclérose en plaques, par exemple. Et bien évidemment, il y a des choses qui peuvent survenir après une vaccination et qui sont purement une coïncidence. Une coïncidence, mais Et qui n'ont donc pas là, de relation causale. Voilà, exactement. Et donc la polémique est partie de là. Et donc on a eu des études de pharmacovigilance, d'ailleurs c'est notre centre de pharmacovigilance à Strasbourg qui a mené cette étude au niveau national, et toutes les études au niveau international ont toutes conclu dans le même sens. Il n'y a pas de lien entre le vaccin hépatite B et la survenue d'une sclérose en plaques. Donc ça c'est vraiment une spécificité polémique franco-française. Voilà, donc depuis 82, de par le monde, quasiment 1 milliard de vaccins, de doses de vaccins hépatite B administrées, et c'est spécifiquement une polémique franco-française. Alors, l'affaire de la rougeole est vraiment une autre catastrophe. Oui. Moi, je me vois beaucoup d'enfants avec des problèmes d'autisme, de retard mental, et tous les jours, en fait, je peux dire que les parents me disent « mais j'hésite à vacciner contre la rougeole parce que j'ai lu dans la littérature que la rougeole peut être provoquée par de l'autisme. Enfin, la rougeole peut entraîner de l'autisme, le vaccin contre la rougeole. » Et c'est complètement faux. C'est un Britannique, un Anglais, qui a ensuite été radié du Conseil de l'Ordre, après une première publication qui semblait prometteuse. On s'est rendu compte que tout était faux, tout était frauduleux, qu'il a agi avec malveillance, par esprit anti-vaccinal, et on a abouti en fait à ce que à incriminer chez les enfants, les parents d'enfants autistes qui pensaient que c'est parce qu'on avait vacciné leur enfant contre la rougeole, à l'âge de 12, 14, 15 mois, que leur enfant était autiste. Encore une fois, il y a une coïncidence. À quel âge est-ce qu'on commence à penser qu'un enfant pourrait avoir de l'autisme? C'est entre 1 et 2 ans et 3 ans. Donc au moment où, également, par ailleurs, on fait cette vaccination. On peut continuer avec la prochaine diapositive. Donc ça, c'était vraiment une spécificité qui arrive à peu de choses près en même temps que notre polémique sur le vaccin hépatite B en 98. Les Anglais ont fait cette polémique, et c'est vrai qu'on peut se poser des questions, et c'est vrai que cette polémique a été reprise par les médias et a fait les gros titres dans les médias anglais. Ça a entraîné une chute de la couverture vaccinale en Angleterre, le début de l'épidémie à ce moment-là. Et il a quand même fallu attendre quasiment 12 ans pour que cette étude publiée soit retirée du Lancet. Donc le grand journal international de grande réputation. Et il avait effectivement bien montré. C'était d'ailleurs un journaliste anglais qui avait fait une enquête sur ce médecin et qui avait été payé par des avocats américains de ligue de droite américaine anti-vaccinale. Et on a bien montré qu'effectivement ce monsieur avait été payé pour faire une étude frauduleuse et publier des fausses conclusions sur la vaccination. Et tu l'as bien dit tout à l'heure, il avait abusé effectivement d'enfants d'examens qu'il n'aurait jamais dû faire. Oui, et en plus, coloscopie, de ponction lombaire, de lavement barité, enfin de choses extrêmement difficiles. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il publie des conclusions, une étude, à partir de 12 enfants, alors qu'on a quand même l'habitude d'avoir plutôt des études sur des centaines, des milliers de personnes. En tout cas, cette étude a été retirée, et clairement, il a été dit, c'est une fausse étude, et les conclusions sont fausses. La rougeole, le vaccin rougeole n'entraîne pas l'autisme. Et d'ailleurs, ça a été reconfirmé encore récemment par une étude des pays nordiques de l'Europe sur 15 000 enfants. Le suivi a bien montré que non, le vaccin n'entraîne pas On pourrait dire là-dedans qu'il y a une idéologie qui est politique. On en a parlé tout à l'heure vis-à-vis de certains pays comme le Pakistan qui aboutit à tuer des vaccinateurs. Mais nous qui sommes pour la vaccination, nous n'avons pas d'idéologie. On n'est pas là pour dire on veut vacciner pour vacciner. On le vaccine parce que scientifiquement, on sait que ça permet de sauver des vies humaines, que ça permet de sauver des enfants contre des maladies graves. On n'a pas d'idéologie politique, religieuse, on est juste des médecins scientifiques. Et de l'autre côté, on entend qu'il s'agit de gens qui ont une idéologie. Et je pense que c'est ça qui nous distingue. Donc quand on dit, oui, mais il y a les gens qui sont pour les vaccins, il y a des médecins qui sont contre, il y a dans certains milieux homéopathiques ou dans certains milieux anthroposophes, on entend également ça, parce que c'est souvent dans des écoles un petit peu de ce type-là, qui par ailleurs sont des écoles très sympathiques, hein, mais il y a une idéologie, mais nous, ce n'est pas ça. On n'avons pas d'idéologie, n'est-ce pas? Tout à fait, ouais. On est des professionnels de santé, on est des scientifiques qui se basent sur des données scientifiques, voilà. Et qui ont fait la preuve, donc la vaccination, la preuve de son efficacité, d'une protection contre des maladies graves. Et donc on se base sur ces données-là. Dans l'intérêt unique des enfants et des familles. Tout à fait, dans l'intérêt des enfants. On peut continuer. Et de la population.
Alors, parler de oui, l'hésitation vaccinale. l'hésitation ça vaccinale continue aussi, avec l'adjuvant à l'aluminium, c'est aussi un avant peu de que tu le dises, spécificité. je dirais que depuis toujours, depuis 1780 où on a commencé à vacciner, on craint l'empoisonnement par les vaccins. Tout à fait. Un livre récent le dit, avec 2 chercheurs qui ont montré qu'en fait, on a toujours craint l'empoisonnement par les vaccins. Alors, depuis 100 ans, on met de l'aluminium. Peut-être rappeler que l'intérêt de l'aluminium, on ne met pas de l'aluminium pour le plaisir d'en mettre, mais parce que c'est important et utile pour l'efficacité de la vaccination. Aujourd'hui, les vaccins sont tellement purifiés au niveau antigène que si on ne mettait pas d'aluminium, en fait, il ne se passerait rien après l'injection. Donc la plupart des vaccins, en tout cas ceux qui sont des vaccins inactivés, pas les vaccins vivants, pas Mais le pas la vaccin de la rougeole. grippe, pas la rougeole. Dans la rougeole, il n'y a pas d'aluminium. Et donc c'est quasiment un siècle qu'on utilise l'aluminium de par le monde. Et il a montré effectivement qu'on obtenait une bonne immunité. Alors l'adjuvant, ça vient du latin, pour ceux qui ont fait du latin. Adjuvare, ça veut dire qui aide, qui va avec, et qui effectivement Qui potentialise et qui va stimuler le système immunitaire et permettre d'obtenir une réponse contre les maladies. Mais c'est des doses extrêmement faibles. Hein. On voit que ça équivaut à 2 carrés de chocolat. Voilà, dans un vaccin pédiatrique que tu fais, bah, c'est l'équivalent d'aujourd'hui de manger 2 carreaux de chocolat. C'est l'équivalent de la quantité d'aluminium qui est dans un vaccin. Alors quand on compare, je ne sais pas si tu es amateur de crustacés, mais dans tout ce qu'on boit, tout ce qu'on mange, toute la vie et tout ce qu'on inhale, il y a de l'aluminium partout. Et ça ne pose strictement aucun problème. Donc ça, les études internationales, l'OMS, et quand les on fait une académies... injection, ça peut donner un petit granulome localement, mais ça ne peut certainement pas aller jusqu'au cerveau. Tout à fait, ça ne va pas au cerveau, c'est comme un petit granulé, un petit tatouage, qui reste là. On va continuer parce que... Alors, juste peut-être rapidement sur la coqueluche, c'est parce que souvent, il se passe quelque chose après une vaccination, et donc c'est forcément ce qu'on a fait avant qui est à l'origine d'eux. Hein. On avait fait une polémique sur la coqueluche déjà en Angleterre aussi, et puis en France dans les années 85, où on a eu malheureusement des morts subites du nourrisson dans les 2-3 mois qui ont suivi une vaccination coqueluche, et on a accusé le vaccin d'être à l'origine. Et quand on voit la courbe, tu vois, en bleu, tu connais cette courbe, donc on vaccine de plus en plus d'enfants, et qu'est-ce qu'on constate? C'est la courbe rouge, donc mort subite du nourrisson. On a également une augmentation. Donc on pourrait dire, on fait plus de vaccins, il y a plus de morts subites du nourrisson. C'est ça qui explique l'augmentation des cas de mort subite du nourrisson. Et en fait, ce qui a changé, c'est qu'en 1975, on avait mis les enfants élevés sur le ventre, et c'est ça qui a été à l'origine de l'augmentation des morts subites, puisque en 92, en 90, on a dit aux mamans, non, remettez les enfants sur le dos, et ça fait... Et la mort subite du nourrisson a quasiment disparu. On est passé de 1 cas sur 1000 à 5 cas dans toute la population française. Ouais. Donc c'était le mode de couchage qui était à l'origine de l'augmentation de mort subite du nourrisson, et pas du tout la vaccination. Donc, chronologie, causalité, mais certainement pas... c'est pas parce qu'il y a une conséquence chronologie que ça vaut causalité. Bien sûr. Donc ça, c'est des études qui permettent de le montrer. Voilà. Donc voilà, abandon du couchage en 92, et ça a permis de reculer les cas de mort subite du nourrisson. Alors, le calendrier actuel est mis à jour régulièrement, on va le revoir. Donc, on peut dire que actuellement, on ne fait plus le BCG systématique, quoi qu'il ait fait dans la région parisienne et pour les populations à risque. Il suffit de voir quelqu'un qui va régulièrement au Portugal ou qui va régulièrement dans certains pays d'Afrique du Nord où il y a beaucoup de tuberculose. Donc, on conseille vivement de faire ce vaccin qui n'est pas dans le schéma obligatoire. Tout à fait. C'est avant tout pour les enfants qu'on considère un risque de tuberculose, c'est-à-dire qu'un des parents est originaire d'un pays à risque de tuberculose. Ou la région parisienne. Alors, dans la région parisienne, parce qu'on a beaucoup de gens de ces populations migrantes notamment. Voilà. Mais le focus important, c'est sur l'obligation vaccinale. Je pense que tu as beaucoup de choses à dire. Alors, bon, donc on vaccine contre un certain nombre de vaccins, contre un certain nombre de maladies, donc ça fait 11 maladies, mais rien n'a changé en fait. Les vaccins qui étaient recommandés jusqu'il y a 2 ans sont maintenant devenus obligatoires, et ça a permis une augmentation considérable du pourcentage d'enfants vaccinés. On arrive à 97%, je crois, actuellement. Alors, on atteint les objectifs, et on les dépasse même certains, et on a très bien vu en l'espace d'1 an et demi que même dans les régions qui étaient, où on avait des taux de couverture vaccinale un peu plus faibles, on a énormément gagné, surtout sur ce vaccin méningite, qu'on a déjà montré tout à l'heure l'impact chez les nourrissons de moins d'1 an, mais toutes les vaccinations qu'on recommande entre 0 et 2 ans, effectivement, ont permis de... On pourrait rapidement reprendre un petit peu ça. Diphtérie, tétanos, polio, c'est les vaccins historiques, la coqueluche un peu plus tard. L'hémophilus et le pneumocoque sont des maladies qui sont très graves, qui donnent autant des pneumonies, des laryngites, mais également des méningites, et qui sont souvent
à cause de complications nécessitant beaucoup de médicaments antibiotiques après des maladies virales banales de l'enfant. Depuis qu'on vaccine par cela, on n'a plus d'otite à répétition, on n'a plus d'otite infectieuse, et on donne quasiment plus d'antibiotiques dans les 2 premières années de la vie, grâce à ça. Bon, l'hépatite B, le but, ce n'est pas pour le petit nourrisson, mais c'est pour toute la population, donc il y a l'effet collectif, en espérant éradiquer la maladie au niveau de toute la population française. On vaccine ensuite à partir de l'âge de 12 mois contre la rougeole, et comme on dit, on fait un deuxième vaccin rougeole à l'âge de 16-18 mois pour les 10% qui n'ont pas pris, entre guillemets, le premier vaccin. Le papillomavirus ne fait pas partie du vaccin obligatoire, mais malheureusement, je vous dis que même dans des pays qui sont moins riches que ceux que la France, comme le Portugal ou l'Italie, on vaccine beaucoup plus contre cette maladie-là qu'en France, où on est à un pourcentage de 15%. 85%, et ils n'ont pas de polémique dans ces pays, comme en Angleterre, comme au Portugal, comme en Australie, alors que ça fait 10 ans qu'ils font la vaccination. On peut voir qu'à partir de l'âge de 25 ans, on revaccine à 25 ans et à 45 ans contre la diphtérie, le tétanos, la polio et la coqueluche, et puis ensuite tous les 10 ans à partir de 65 ans, en raison d'une diminution de l'immunité à partir d'un certain âge qu'on appelle l'immunosénescence. Alors c'est très important, que ce soit chez les enfants ou les adultes, de bien oublier, enfin de ne pas oublier ces rappels vaccinaux à âge fixe, et on a simplifié en 2013 le calendrier vaccinal, donc chez l'adulte par exemple c'est 25 ans, 45 ans, 65 ans. Sachant que quelqu'un qui a été vacciné ou qui a eu la coqueluche dans son enfance peut très bien attraper une coqueluche, et faire une vraie coqueluche, et à ce moment-là, si on fait une coqueluche à 40 ans ou à 50 ans, et qu'on est en contact d'un petit nourrisson, on peut lui transmettre la coqueluche, et chez un bébé, on aboutit parfois à des morts subites de coqueluche avant même que l'enfant soit vacciné. Et avant même, vers l'âge de 2-3 mois, et alors qu'il n'a même pas toussé. Et on découvre que c'était une coqueluche, transmise par une personne qui était proche. Dans la vaccination, on en parlera tout à l'heure, mais il y a aussi cette notion importante, c'est que quand on fait un vaccin, on a une protection individuelle, et quand on vaccine beaucoup, on obtient une immunité collective. Donc ça protège aussi ceux qui ne peuvent pas encore être vaccinés, ou ceux qui ne peuvent pas être vaccinés parce qu'ils ont une contre-indication, notamment pour des vaccins vivants. Donc c'est un intérêt individuel et un intérêt collectif, la vaccination. Peut-être juste préciser que pour le pneumocoque, on a vu la chose suivante, c'est qu'on vaccine les nourrissons, et on a montré que chez leurs grands-parents, on avait les infections à pneumocoque qui diminuaient aussi. Donc en ayant vacciné les tout petits, les bébés, on avait protégé indirectement aussi les grands-parents, les seniors. C'est à nouveau un argument pour dire qu'on ne se vaccine pas que pour soi, mais pour la population. Pour les autres, tout à fait. Continuez. Et donc voici le schéma qui montre qu'en fait, pour protéger les nourrissons contre 11 maladies, il y aura 6 rendez-vous, et en 6 rendez-vous, les enfants sont vaccinés. Donc on peut reprendre 2 mois, 4 mois, 5 mois, 11 mois, 12 mois, 16 à 18 mois, et ensuite les rappels à partir de 6 ans, 11 ans, 25 ans, 45 ans. Alors quand on a mis en place l'obligation vaccinale au 1er janvier 2018, on avait déjà plus de 70% des enfants qui répondaient par ces vaccins-là, donc on n'a rien rajouté de plus par rapport à ce qu'on a pu entendre ces 2 dernières années. Ce n'est pas 11 nouveaux vaccins, mais c'est simplement de protéger nos nourrissons, nos enfants, contre 11 maladies graves, 11 maladies qui tuent, et finalement c'est 4 vaccins en 6 rendez-vous, donc c'est pas grand-chose. On va continuer. Alors voilà l'exemple de la coqueluche, vous voyez, la coqueluche dont on parlait tout à l'heure, les bébés qui font la coqueluche sont extrêmement gravement atteints, moi j'en ai eu quand même pas mal, hein. On est obligé de les hospitaliser, parfois en réanimation dans les premières semaines de vie. On veut vraiment éviter ça, et pour éviter ça, eh bien, il ne faut pas que les adultes soient atteints de coqueluche, les grands-parents, ou bien les parents, ou les gens qui viennent vous voir l'enfant, et c'est grâce au cocooning, cette stratégie qui dit qu'en vaccinant les adultes, on protège également les petits. Donc on vaccinera dans la stratégie cocooning autour d'une femme enceinte. Il est très important d'avoir ce réflexe de parler de la coqueluche. Les sages-femmes le font. Hein. Elles le font. Il y a encore des efforts à faire dans les maternités, mais elles sont censées en tout cas en parler. Et donc pendant toute la grossesse, on est censé en parler. Et donc d'avoir ce réflexe, même dans ma consultation du voyage, je pose assez systématiquement la question, est-ce que vous avez des enfants, un projet de bébé? Donc ça permet de parler, d'évoquer cette vaccination. C'est important d'avoir la vaccination à jour chez les enfants, les nourrissons chez les enfants, les adolescents, et puis ce rattrapage à 25 ans, puisque généralement les premières grossesses arrivent vers 30 ans. Donc si on vaccine tous les adultes à 25 ans, il ne faut pas louper ce rendez-vous vaccinal. On protège indirectement
Et c'est pour ça, Les cette sorte de nourrissons. cocooning, ce qui fait qu'à l'âge de 6 ans comme à l'âge de 11 ans, on continue à vacciner contre la coqueluche. Il y a quelques années, on ne faisait plus. Oui. On faisait un DTP, un Revaxis, À 6 et ans, maintenant, ouais. on n'est plus d'accord avec ça, parce qu'il y a trop eu de coqueluches ces dernières années, d'épidémies et d'enfants qui ont été gravement atteints, et maintenant, on continue à vacciner à tout âge. Alors, seule chose par rapport aux femmes enceintes, donc on vaccinera tout de suite après l'accouchement, contrairement à des pays anglo-saxons, où à Mayotte, par exemple, on fait la vaccination pendant la grossesse, parce que ça permet aussi de protéger indirectement le nouveau-né, le futur nouveau-né, en vaccinant la maman. Ça va arriver en France dans le calendrier, pour l'instant, c'est pas. Alors, juste pour le point suivant, c'est juste préciser que malheureusement, lorsqu'il y a eu transmission de coqueluche vers un nouveau-né, dans plus de la moitié des cas, c'est les parents qui ont été à l'origine de cette transmission. Donc vraiment cette importance de vaccination coqueluche chez les adultes. On va continuer. Alors, la vaccination, c'est avec l'individuel et collectif, on l'a déjà dit. Hein. Voilà. Et donc, pour obtenir cette immunité collective, en fait, il faut et ça on le répétera jamais assez, il faut une couverture vaccinale élevée. Et plus la maladie est contagieuse, et plus cette couverture vaccinale doit être élevée, tu l'as bien dit tout à l'heure, pour la rougeole, un malade de rougeole peut en contaminer jusqu'à 20. Et donc, il faut obtenir 95% de couverture vaccinale à 2 doses pour cette vaccination rougeole, orion, rubéole. C'est là ce qui explique qu'au Costa Rica, cette famille française a été mise en quarantaine, oui. Parce que le Costa Rica avait réussi l'éradication de la rougeole et était les autorités sanitaires étaient extrêmement mécontentes de l'arrivée de la possible rougeole et d'une nouvelle épidémie. Donc, et l'obligation vaccinale a permis d'augmenter ces couvertures vaccinales. Maintenant, il faut maintenir ça dans le temps et on verra que les données nous montreront qu'effectivement, on aura moins de maladies grâce à cette couverture vaccinale élevée. Alors, on peut donner l'exemple du cancer du col de l'utérus, avec cette vaccination qui est extrêmement fréquente, 86% au Royaume-Uni et 11% en France, avec ces jeunes filles qui ne sont pas vaccinées. Il y a une étude suédoise qui a été faite sur une population de 7 millions de jeunes filles suédoises, et on les a suivies pendant un certain temps, et on voit qu'il n'y a pas d'effets secondaires, il n'y a pas de complications au vaccin papillomavirus. Et ce n'est pas un échantillon de population. Je réponds à la question de la salle. Hein. Et sur 7 millions de jeunes filles, vous pouvez vérifier, c'est quelque chose qui a été étudié. Et ce n'est pas un échantillon de population, c'est une population qui a été vaccinée. Et on voit l'absence de complications. Alors juste... Il y a eu des cas quand même de jeunes filles qui ont eu des problèmes après le vaccin. Quel problème? De quoi vous parlez? Vous avez entendu quoi? Maladie auto-immune ou oui, entre autres. Alors c'est juste, oui. Alors il y a une fille qui était décédée, ça c'est une mort subite de l'adulte. On sait que dans une population donnée, il y a des enfants ou des adultes qui peuvent mourir subitement, mais sans qu'on retrouve la cause de ce décès. Alors toute la problématique, c'est de se dire, attention, est-ce qu'on fait une généralité à partir d'un cas? Et c'est bien là où les études scientifiques de pharmacovigilance nous aident en disant, on regarde dans la population qui est vaccinée ce qui peut survenir comme pathologie, des maladies auto-immunes, du diabète, des scléroses en plaques, un décès, etc. Et on regarde et on compare ça à une population identique en termes d'âge, de sexe, et on regarde ce qui survient dans les mois des années qui suivent, et quand on compare les deux populations, ben on a les mêmes problèmes. On a autant de maladies auto-immunes d'un côté chez les vaccinés que chez les autres. Et c'est comme ça qu'on peut affirmer, non, le vaccin n'est pas à l'origine de complications type diabète, maladie auto-immune. Ça a été exactement la polémique sur le vaccin hépatite B il y a 20 ans, et on raconte exactement les mêmes bêtises aujourd'hui, et on veut faire les mêmes fake news, mais sur le vaccin HPV. Mais le problème en France, c'est ça. Ce problème, c'est on est maintenant à peu près à 15% de couverture vaccinale, mais on n'a pas d'immunité collective. Donc si vous avez une fille qui fait partie de ces 85% non vaccinés, elle n'est pas protégée. Alors qu'en Angleterre, au Portugal ou en Australie, même si elle faisait partie des 10-15% non vaccinés, elle pourrait quand même être protégée parce qu'on a une immunité collective et donc le virus ne circule plus. Voilà. Donc, en France, malheureusement, on ne peut être protégé que parce qu'on est vacciné. Ce défaut de vaccination nous empêche d'avoir une immunité collective, mais c'est surtout une perte de chance parce que les adolescentes ne sont pas vaccinées. Et pourquoi elles ne sont pas vaccinées? C'est souvent parce que c'est les mamans qui doivent décider pour elles, et les mamans, elles sont victimes de la non-information, de la désinformation, des fake news, et du coup, nous, ce qu'on souhaite, c'est que vos filles ne deviennent pas des victimes de la maladie. Parce que les cancers du col, ça tue, c'est horrible comme cancer, c'est un pronostic effroyable. Et malgré le frottis que l'on est censé faire en France, malgré le frottis, aujourd'hui, tous les jours, 3 femmes meurent d'un cancer du col en France.
Voilà. Et c'est ce qu'on ne souhaite pas pour nos filles. Et je pense, moi j'ai crainte qu'on soit devant ce nouveau scandale sanitaire pour des femmes qui auraient été vaccinées il y a 10 ans et qui, dans 5 ans, dans 10 ans, vont mourir d'un cancer du col alors qu'elles auraient dû être protégées. On a également une faible Et vaccination. c'est exactement comme la polémique sur l'hépatite B. On a juste changé le nom du vaccin et on raconte les mêmes bêtises. On retrouve la même chose avec le vaccin hépatite B, où malheureusement, parmi les adolescents, que 32% de vaccins, alors qu'aux États-Unis, on est à 87%. Je vous rappelle quand même qu'aux États-Unis, c'est un pays qui a fait beaucoup de procès contre les médecins. Et donc, si ce vaccin était un vaccin dangereux, il y aurait eu beaucoup de procès aux États-Unis. Il n'y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu de procès. C'est peut-être la meilleure information non médicale, mais juridique, qui permet de dire que ce vaccin ne doit pas être très dangereux quand même. Oui. À l'époque de nos enfants qui étaient au collège, oui. D'un seul coup, effectivement, c'était obligatoire. Oui. Une injection. Pour l'hépatite B, oui. Il n'y a pas eu de rappel. Et puis finalement, quand il y a eu. Kouchner. Oui. Après, donc, c'était. Voilà, on peut se poser des questions, effectivement. Je pense que lui-même doit en être très amer, parce que je pense qu'il ne le souhaitait pas. Il souhaitait vraiment la vaccination, mais je pense qu'il a fait Encore une fois, on en revient à dire que c'est une perte de chance pour ces jeunes qui avaient peut-être commencé la vaccination, mais qui ne l'ont pas terminée. Alors c'est vrai que pour l'hépatite B, c'est aussi un vaccin qui marche quand même très très bien. On peut rattraper ça plusieurs années après, même 5, 10, 15, 20 ans après, terminé. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens que je vois dans mes consultations qui avaient commencé dans les années 95 la vaccination et que je revois 15-20 ans après et qui n'ont toujours pas le rappel. Donc ça, on peut rattraper. Mais pour les filles, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire de rattrapage. La vaccination est recommandée jusqu'à 19 ans révolus. Donc une fois qu'elles ont 20 ans, c'est une perte de chance parce que la seule alternative pour elles, c'est le frottis. Et malgré le frottis, 3 femmes meurent de cancer du col tous les jours en France. D'ailleurs, avec le vaccin, on continue à faire des frottis. Et par contre, oui, on continuera. C'est ce que les Australiens ont bien montré. Non seulement ils vaccinent les filles. Le risque que le frottis soit positif, à ce moment-là, est très faible. Mais on continuera à le faire. Ils ont même décidé de vacciner les garçons, puisque les garçons, les papillomavirus sont aussi responsables de cancer chez les garçons, des virus génitales bien évidemment. Ils continuent à faire les frottis, puis on aura les nouveaux tests HPV. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment que les adolescents ne meurent pas d'un cancer du col. On va continuer. Avec un vaccin efficace. Notre réunion est presque finie. Donc la protection, c'est à tous les âges de la vie, on l'a dit, et on continue à vacciner à l'adolescent, chez l'adulte, chez le senior. Voilà, les deux extrêmes. Alors ça, c'est pour le rappel d'été polio. Alors c'est plutôt de dire, ça c'est plus une affaire pour les médecins, de dire on vaccine à HFIX, c'est 25, 45, 65, plutôt que de dire c'est 20 ans, parce que sinon on se trompe. Voilà, mais très important, c'est les âges extrêmes de la vie qui sont les plus à risque, et c'est donc bien là où il faut faire le maximum d'efforts, donc avec les vaccins obligatoires chez les nourrissons, et puis on a des vaccins spécifiques chez les seniors. Vous parliez tout à l'heure de la grippe, du vaccin. Oui. Quand j'ai côtoyé pas mal de médecins les 4 dernières années, oui. il y en avait aucun qui était vacciné contre la grippe, tous ceux que je parlais, locaux et compagnie, oui. les infirmières non plus, le secrétariat non plus, et en tant que malade, on nous disait, êtes-vous, ou alors si vous côtoyez un malade, êtes-vous vacciné contre la grippe? Sachez quand même que c'est vraiment bien dommage. Mais sachez par exemple que chez les femmes enceintes, c'est une cause d'arrêt de grossesse, de fausse couche, la grippe. Une femme enceinte qui n'est pas vaccinée contre la grippe, c'est bien dommage. Si elle attrape la grippe, avec 42 fièvres, son bébé, son fœtus risque de mourir. Rien que cet exemple-là. Les personnes âgées, tout le monde en connaît, parmi les médecins qui s'occupent des personnes âgées, des personnes qui n'ont pas été vaccinées contre la grippe et qui sont mortes de grippe. Et chaque année, on a une augmentation considérable du nombre de gens qui meurent à cause de la grippe. Ça fait des pics comme ça de mortalité qui est vraiment dommage. On voulait terminer un petit peu avec quelques si tu permets, questions. Je vais reprendre sur ce que Madame disait, parce que c'est extrêmement pertinent, parce que là vous parlez en tant que patiente ou association de patients. Moi, je fais depuis plus d'1 an et demi des consultations pour des patients immunodéprimés, ou en tout cas ou des futurs greffés pulmonaires. Et un jour, une dame m'a demandé si elle pouvait me poser une question un peu délicate. J'ai écouté toutes les questions. Au pire, je ne peux pas y répondre, mais posez-moi la question. Et elle m'a demandé, docteur, est-ce que j'ai le droit de demander à mon infirmière si elle est vaccinée contre la grippe? Mais j'ai trouvé ça d'une intelligence et d'une pertinence que maintenant, je reprends cet argumentaire et en disant à mon patient, à partir de maintenant, non seulement vous avez le droit, mais le devoir de poser la question et vous serez mon ambassadeur ou mon ambassadrice sur la vaccination. Parce que pour moi, et vous avez raison de dire, il est intolérable que les professionnels de santé ne soient pas vaccinés contre la grippe, parce que, alors je leur dis, quand je fais des formations pour les infirmières ou des médecins, je les regarde droit dans les yeux, je dis, vous faites une grippe, mais je m'en fous. Vous mourrez de grippe, mais je m'en fous.
Mais par contre, votre patient meurt de grippe à cause de vous, là, je ne m'en fous plus, c'est une faute professionnelle. Et c'est absolument impardonnable. Donc, on est bien d'accord, les professionnels de santé doivent être vaccinés pour protéger leurs patients. Ils se protègent eux, ils protègent leur famille, et ils protègent leurs patients. On prend, nous, nos bâtons de pèlerin tous les ans et on va prêcher la bonne parole. Oui. Et en tant que patient, vous avez le droit. On a des séances de vaccination gratuites, voilà. C'est organisé. On essaye d'encourager les gens, mais on ne peut pas faire plus. Pour les professionnels de santé, elle est obligatoire. Et là aussi, c'est pour la même raison. Peut-être qu'on attend cette obligation pour la grippe, mais voilà, le ministère a du mal à prendre la décision. Mais elle devait effectivement passer et qui a annulé l'obligation parce qu'il y a eu des pressions de syndicats de professionnels de santé, surtout infirmiers, qui ont dit « Ah ben non, on voulait empêcher de prendre nos congés maladie. » Voilà, je vous passe les détails. Mais pour l'hépatite B, l'obligation, c'est on se protège soit d'une maladie grave au contact des patients, mais aussi pour éviter de transmettre une maladie aux patients. La grippe, c'est tout pareil. Oui, c'était dans ce sens-là. Oui. Je posais la question au corps médical. Parce que, mais vous avez le droit de poser la question et le devoir. Alors, les médecins sont quand même foncièrement plus vaccinés. Là, vous êtes tombé sur 4 mauvais exemples. Mais les médecins sont plus vaccinés. Par contre, les infirmières, c'est là où ça pêche. En fait, ça pêche au niveau des soignants. Et les soignants, et en fait, des études récentes à Lyon ont montré que ce sont les soignants qui sont le plus au contact des patients et les transmissions nosocomiales de grippe, c'est à partir des soignants. Mais l'homéopathie, ça ne marche pas. Elle serait censée porter un masque pendant l'hiver, du 1er octobre au 31 mars. Elle devrait porter un masque pendant leur temps de travail. Mais c'est très bien, madame. C'est parfait. Alors, juste quelques questions qui me paraissent intéressantes. Peut-on vacciner quand on a un rhume avec moins de 38,5 de fièvre? Oui, on peut vacciner. Et un enfant qui a 2-3 mois, qui a un rhume simple, il est important de le vacciner parce que ce sont des maladies qui surviennent dans les premiers mois de la vie, le risque. Le risque de la coqueluche, la gravité de cette maladie, c'est les 2, 3, 4, 5 premiers mois de la vie. Donc si l'enfant a des rhumes à répétition parce qu'il commence la collectivité, qu'il a des rhumes, non, on peut le vacciner contre les maladies et il n'y a pas de danger à le faire. L'allaitement ne protège pas. Et c'est vraiment de ne pas louper le rendez-vous chez un médecin, voilà, de repousser la vaccination parce que c'est une perte de chance, encore une fois. Voilà. Toute opportunité. L'allaitement ne protège pas. L'allaitement ne protège pas contre ces maladies-là. Il faut vacciner. L'allaitement ne protège pas. Les vaccins, on l'a montré, concernent les enfants, mais également les adultes. Pour eux-mêmes, mais également comme cocooning, comme on l'a montré pour la coqueluche, parce que les adultes peuvent contaminer les enfants qui n'ont pas encore été vaccinés, ou les personnes immunodéprimées qui sont à risque d'attraper des maladies et qui ne pourraient pas, pour une raison temporaire, être vaccinées. Et pourquoi vacciner si tôt dans la première année? C'est parce que ce sont des maladies graves dès 2 premières années qui peuvent survenir extrêmement tôt. Et plusieurs vaccins combinés, est-ce trop? Ah, pas du tout. Alors là, franchement dit, il n'y a pas de limite au nombre de piqûres qu'on puisse faire. C'est plus une tolérance à l'injection. Bien évidemment, si la maman est paniquée avec une injection, voilà, on ne va pas transformer l'enfant en fakir, bien évidemment. Mais il n'y a aucune limite au nombre d'antigènes, puisque déjà dans les vaccins pédiatriques, on a les 6 valences dans le vaccin hexavalent et puis les 13 dans le pneumocoque. Donc il n'y a aucune limite. Et puis notre système immunitaire, tous les jours, est exposé à des centaines de milliers d'antigènes sans qu'on voit la moindre différence. Donc, non, on a même pas montré qu'il y avait une sorte de phénomène d'augmentation un petit peu de la qualité de chaque vaccin qui est fait ensemble. Par contre, on ne peut pas vacciner tous les 15 jours. Ah ben, il y a pas de quand tu dis 15 jours, non, il y a entre les rendez-vous, il y a plusieurs vaccins à faire. Pour moi, il n'y a pas de limite. Hein. Enfin, à n'importe quel intervalle. À n'importe quel intervalle. Alors ça, les choses sont maintenant bien précises. Voilà, s'il fallait faire du rattrapage, on en fait 2 ou 3 aujourd'hui, puis il y a un rattrapage encore d'un vaccin, on peut le faire demain, après-demain, la semaine prochaine. Voilà, il n'y a que entre finalement les vaccins vivants où on est obligé soit de le faire le même jour, soit à 4 semaines d'intervalle. Tu dois faire les vaccins de manière extrêmement fragmentée, par exemple la diphtérie, tétanos, puis la coqueluche, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Il faut faire les choses pour éviter à l'enfant de trop souffrir, c'est d'avoir 6 séances de vaccination et pas de multiplier les séances de vaccination. Donc si on a plusieurs vaccins à faire, on profite d'une séance pour en faire le maximum et on ne perd pas de temps et ce n'est pas une perte de chance. Voilà, je crois qu'on a un petit peu fait le tour là, de ces vaccinations. J'espère que vous avez peut-être des questions encore. Moi, ce que je c'est l'allaitement qui ne protège pas. Eh non. Eh non. On entend en général... non, contre ces maladies graves, non. Non. Contre les maladies graves, ça ne protège pas. Bien sûr, l'allaitement, c'est une bonne chose et
favorise l'allaitement chez les mères qui accouchent. Voilà, mais si on parle d'anticorps de passage de la mère à l'enfant, c'est pendant la grossesse où les anticorps passent par le placenta et vont chez le fœtus. Mais encore faut-il que la maman soit, elle, à jour des vaccins pour protéger indirectement. Et tout ça parce qu'on assiste sur le vaccin grippe, on l'a bien dit tout à l'heure, on vaccine la maman pendant l'hiver contre la grippe, et du coup ça protège indirectement le bébé qui va recevoir les anticorps de sa maman. Et vous voyez bien le domaine de la coqueluche, où on a parfois la maman qui est bien vaccinée, mais quelqu'un d'autre amène la coqueluche et l'enfant attrape la coqueluche. L'enfant n'est pas protégé. Je crois qu'on est à peu près terminé. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, on est à votre disposition sur Facebook pour d'autres questions. Merci beaucoup. Merci à vous.